À la une ce soir, les maires comme dernière munition pour échapper au permis de chasse. Le collectif des chasseurs s'est tourné vers l'association des maires pour qu'elle intervienne sur la décision de l'État d'obliger tout chasseur à se munir d'une autorisation. Oignons, bananes, dachines, les légumes qui ont poussé devant les grilles du collège Paul Capel ce matin avaient un bon goût de solidarité. Touché par la situation des Dominicains suite au passage de l'ouragan Maria, un marché solidaire a été installé sur place. Enfin, nous irons à la rencontre de l'artiste qui a réalisé un des clichés les plus marquants des mouvements sociaux. Vous vous rappelez sans doute de Gwendoline Decombe, surnommée la Marianne Noire. Vous ferez la connaissance de celle qui l'a photographiée, Christelle Bonnard. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'information locale et régionale que vous pouvez aussi suivre en direct sur Facebook. Le collectif des chasseurs en appelle aux maires pour que le permis de chasse ne s'applique pas en Guyane. Alors que la loi oblige depuis janvier dernier tout chasseur à être muni d'une autorisation officielle, les réfractaires y voient un frein aux coutumes ancestrales. Les chasseurs ont été ce matin à la rencontre des premiers magistrats locaux pour qu'ils les soutiennent face à l'État avant de répondre aux questions d'Ayodé Lejama. Je constate que les maires ont bien compris la problématique et dans leurs réponses, ils sont en tout à fait d'accord avec les chasseurs. Et là, devant nous, ils se sont engagés à suivre avec nous le dossier et à nous épauler dans nos démarches. On voudrait d'abord que nos doléances soient prises en compte. Donc on voudrait mettre en place une carte de chasse qui serait donc pour identifier les chasseurs, donc pour aider les policiers quand ils contrôlent quelqu'un à savoir si la personne a un fusil, est-ce qu'elle est chasseur ou pas. Donc ça c'est une première chose, donc ça répondrait aux inquiétudes du début. Et puis surtout, on veut que ça vienne des chasseurs, c'est-à-dire que les chasseurs connaissent bien, donc les quotas, ça doit être mis en adéquation avec les chasseurs, les zones protégées également, etc. Donc nous, on veut vraiment participer à la vie de la Guyane, participer à l'évolution et mettre en place des réglementations qui sera comprise de toutes et acceptée par tous. Les conséquences seraient que déjà la liberté de chasser, parce que nous chassons dans le respect de la nature, la peur des chasseurs qui iront chasser, de peur qu'il se trouve des personnes qui contrôlent la forêt. Et de tout cela, on n'a pas besoin, puisque nous avons appris par nous-mêmes à respecter la nature et à se servir surtout du fusil. Parce que quand nous prenons le fusil, c'est pour aller à la chasse, c'est bien pour manger, pour nourrir la famille. Ce permis de chasse, dernière question, n'est pas là pour interdire la chasse, elle va sans doute la réglementer. C'est vrai que ce n'est pas pour interdire la chasse, mais on ne sait pas comment les choses peuvent se dérouler après. Dans le cadre de la semaine de l'artisanat, le préfet et la présidente de la Chambre de commerce ont mis la main à la pâte au CFA de Cayenne, une expérience qui a rappelé des souvenirs à Patrice Faure, titulaire d'un CAP en boulangerie. Il a d'ailleurs profité de cette interlude pour partager ses trucs et astuces sous l'œil gourmand d'Ayodé Lejama. Les bons dosages pour la garniture, la précision du doigté pour la fermeture du chausson. En pâtisserie, les proportions doivent être exactes. On ne peut pas avoir des proportions qui diffèrent. Sinon, la recette ne fonctionnera pas. Donc si on laisse réduire longtemps, bouillir longtemps, il y a évaporation et il y a modification des proportions. À partir de ce moment-là, la recette n'est plus la même. Le préfet Patrice Faure n'en est pas à sa première expérience en cuisine. Il se rappelle de ses débuts. C'est notre vie, oui, avec mon grand-père, donc c'est pour ça que j'ai appris tout petit et que je garde une passion pour la pâtisserie. Voilà, mais aussi pour tous les métiers manuels, parce que c'est quasiment un appel aux parents que je lance. Les métiers manuels sont des métiers d'avenir, surtout dans ce territoire où la population ne cesse d'augmenter. On aura toujours besoin, et de plus en plus, de bouchers, de pâtissiers, de cuisiniers, de traiteurs, de maçons, de plombiers, de peintres, de carreleurs. Donc il faut vraiment se dire que pour un enfant, c'est ici les métiers, plus qu'ailleurs encore, les métiers manuels sont des métiers d'avenir. Donc l'artisanat a un bel avenir devant lui en Guyane, et surtout tous ceux qui un jour deviennent artisans sont souvent très heureux et longtemps. Une opinion que partage Franck en première année de CAP pâtisserie, pâtissier de père en fils. Il y a des gens qui ont un métier qui ne les plaît pas forcément, c'est juste pour remplir le frigo. Mais je sais au moins que ça, c'est un métier que j'aurai la joie de vivre. Tous les jours, je vais me lever en souriant, en sachant que je vais aimer ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu aimes bien dans la pâtisserie? Faire
les pains au chocolat, les croissants, les viennoises. Une pâtisserie, quoi, tout. Pâtissiers, armuriers, couvreurs ou ébénistes, en Guyane, l'artisanat représente près de 14% de l'emploi total. Un secteur porteur. Un artisan, ça peut devenir une grande industrie, donc il y a forcément un lien à un moment donné, en tout cas au niveau du développement. Donc on s'allie, on travaille ensemble pour voir de quelle manière on peut développer la formation et si on peut valoriser les métiers de l'artisanat. Au bout de 20 minutes de cuisson, les chaussons sont enfin prêts à la dégustation. Ainsi se referme la Semaine nationale de l'artisanat en Guyane. Poursuivons avec un rapport communiqué en 2015 au Premier ministre sur le taux inquiétant de suicide chez les jeunes Amérindiens en Guyane. 3 ans plus tard, Marianne Pradel évoque l'évolution de ce mal-être au micro de Pierre Tréfou. Le suicide, ça interroge toutes les sociétés. Ça n'est pas la voie normale de sortie, le suicide. Donc toutes les sociétés qui ont à le subir se posent des questions dessus et se demandent pour quelles raisons. Et j'ai envie de dire, les familles qui perdent quelqu'un de cette façon-là passent des journées, des années à se demander pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi c'est mon enfant, pourquoi c'est mon mari. Voilà. Donc c'est une question qui concerne tous les humains vivants quand ils ont perdu quelqu'un. Avant 2015, il y a des gens qui se sont intéressés au problème et qui se sont dégoûtés de travailler pour essayer de trouver des solutions. Et moi, j'ai la chance d'avoir trouvé autour de moi des gens qui m'épaulent et avec qui je peux travailler. Donc il y a des choses qui ont changé. Quelles sont les bonnes raisons de vivre au XXIe siècle lorsqu'on est dans certains endroits? Moi, je vous pose la question dans ce sens-là. Il y a des jeunes qui se suicident parce que pour vivre, il faut avoir une bonne raison. Et que pour l'instant, ils ne l'ont pas trouvé. Dans le reste de l'actualité, à Grand-Santi, la grève continue. Depuis une semaine, les agents de la CTG ont cessé toute activité professionnelle en attendant le retour du président avec qui ils souhaitent négocier en personne et sur site. Les explications de Patricia Simonard au micro d'Ayodele Germa. Les employés depuis mardi 20 sont mobilisés, déterminés au fait sur les revendications légitimes concernant les moyens à Grand-Santi qu'ils doivent donc avoir pour travailler dans de bonnes conditions. Donc nous attendons la venue du président pour pouvoir négocier sur les besoins en tout cas des agents de la CTG à Grand-Santi. Donc tous les agents de Grand-Santi sont mobilisés, donc aussi bien les agents de la PMI, de l'UFT, du DDAS, du collège Cartadinama, donc qui sont tous mobilisés. Aujourd'hui, quelles sont les revendications point par point les plus importantes de ces employés de la CTG? Alors, ce sont des moyens humains. Donc pour le collège, pour l'UFT, pour le DDAS. Un simple exemple, pour le DDAS, il y a 1 personne et demie aujourd'hui. Donc je ne crois pas que le service public soit assuré dans de telles conditions. Nous avons aussi des besoins en matériel, donc des véhicules pour que ce service-là puisse fonctionner. Les agents aussi de l'aérodrome ont besoin de personnes supplémentaires par rapport au travail au fait qu'ils doivent effectuer, parce qu'aujourd'hui il y a des agents qui font des heures supplémentaires qui ne sont même pas payés et nous avons revendiqué en tout cas tous ces besoins. Ils sont vraiment en colère parce qu'ils sont laissés pour compte. En 2016, je le rappelle, dans le protocole d'accord que nous avons signé avec la CTG, il était question d'apporter ces moyens aux sites isolés de la CTG, à Grand-Santi, à Mana, etc. Et 2 ans après, ces moyens ne sont toujours pas arrivés. C'est le personnel de Grand-Santi qui est en grève, pas le personnel de Cayenne. Donc le personnel revendique la venue du président à Grand-Santi pour négocier avec eux. Direction Paris maintenant, où le procès d'Alfred Marie-Jeanne, de sa fille et de son gendre a été reporté. Inquiété dans le dossier Green Parrot, une affaire de faux usage de faux dans la construction d'une école à la Dominique, le président de la CTM bénéficie donc d'un délai supplémentaire. Les détails de Célène Boissé. Alfred Marie-Jeanne est arrivé et repartira serein de cette audience. Pendant près de 2 heures, les avocats des différents prévenus ont plaidé pour la nullité de l'ordonnance de renvoi. Le procureur de la République a lui-même admis les irrégularités présentes dans ce document. La présidente de la 11e chambre du tribunal correctionnel a tranché. L'ordonnance sera renvoyée au ministère public pour la faire régulariser. En d'autres termes, c'est un retour à la case départ, mais pas pour Alfred Marie-Jeanne. Pour moi, c'est terminé.
Oui. C'est le procès des autres. Oui. Mais je regarde ça avec indifférence, c'est tant pis pour eux. En fait, la philosophie de ce qui s'est passé aujourd'hui peut être résumée en une phrase. Tel est pris qui croyait prendre. Nous avons assisté à quelque chose de très fort dans cette audience, c'est la marche arrière du parquet de Paris. Une affaire qui démarre en 2010 avec les révélations dans la presse d'un certain Green Parrott qui accuse le président du conseil régional d'avoir usé de son influence pour contracter le compagnon de sa fille, Mark Frampton, sur la reconstruction d'une école en Dominique. Dans ce dossier, Alfred Marie-Jeanne et sa fille comparaissent pour faux, usage de faux et prise illégale d'intérêt. Le fond du dossier n'aura finalement pas été abordé, mais la contre-attaque est déjà enclenchée. C'est au départ nous qui portons plainte pour diffamation. Et puis quand on sent que la diffamation prend des tournures un peu, on va dire, politiques, parce que c'est au départ politique, on met en scène autre chose. La plainte pour faux déposée par Alfred Marie-Jeanne et sa fille concernant le document présumé antidaté sera examinée en appel le 24 mai prochain. La décision de la Cour d'appel pourrait impacter ce procès, voire conduire à l'annulation des procédures à l'encontre du président de la collectivité territoriale de Martinique. Restez avec nous à venir dans votre journal. Les élèves de Poc-Capelle se mobilisent à grands coups de fruits et légumes en faveur de la Dominique. Et puis nous ferons le point sur l'évolution du virus du sida qui fait toujours autant de victimes en Guyane. Mais avant cela, rendons-nous en Guadeloupe où les conséquences de la casse sur le réseau de l'eau continuent à se faire sentir. Les explications d'Anne-Elisabeth Artsen. La Régie d'eau d'excellence continue à mobiliser ses agents pour la remise en service totale de son circuit de distribution d'eau. Suite à la réparation, il a fallu que le réseau se remette en pression. Donc les équipes ont été mobilisées quasiment pendant près de 12 heures pour que le réseau principal se mette en pression, ce qui a été fait. Et ensuite, on a pu avoir une production optimale de cette usine sur laquelle nous sommes, aux alentours de 0 heure. Donc jeudi. Donc partant de là, ça a demandé beaucoup de mobilisation de la part du personnel qui a été très impliqué sur cette affaire-là. Et on peut dire qu'aujourd'hui, depuis hier après-midi, la distribution s'est normalisée sur l'ensemble du territoire qui est alimenté par cette usine. Et les premiers clients ont été alimentés en début de matinée, essentiellement les points bas, et les points hauts dans l'après-midi d'hier. Et depuis hier soir, quasiment tous les clients sont alimentés. Les lycées sont ouverts ce matin, donc toute la population a retrouvé le sourire. Rodrigue est en charge du bon fonctionnement de l'usine et depuis la réparation de la casse, il n'a pas chômé. L'eau sortant de Bras-David est directement acheminée à l'usine de façon gravitaire. En fait, on a dû nettoyer les décanteurs parce qu'en fait, il y a eu quand même un peu de boue qui est sortie. Donc il a fallu nettoyer tout cela pour rendre l'eau le plus limpide que possible déjà avant que ça arrive au filtre. Il y a le décanteur qui est là aussi pour le faire en fait. Et ce décanteur permet justement de retirer toute la mauvaise particule en fait, de floc qui se trouve dans l'eau. Avant d'arriver au filtre, que ce soit le plus bas que possible en turbidité. La communauté d'agglomération de Cap Excellence a d'ores et déjà effectué une analyse de ses infrastructures et a donc prévu un plan pluriannuel d'investissement de 130 millions d'euros pour effectuer une remise à niveau de ces canalisations. Retour en Guyane où les élèves du collège Paul-Capelle ont organisé un marché solidaire. Objectif : récolter des dons pour les victimes dominicaines de l'ouragan Maria qui a frappé l'île en septembre dernier, détruisant tout sur son passage. Gaël Oassim s'est rendu sur place pour déguster des légumes qui sentaient bon la générosité. Réveil matinal pour les collégiens de Paul-Capelle et de Gênes-Nonon. Depuis 7 heures ce matin, ils se sont rassemblés devant leur établissement pour venir en aide à un collège sinistré de l'île de la Dominique. Moi, j'ai travaillé avec la dame, qui c'est mon professeur. Et c'est bien là parce que travailler, c'est très bien. Un moment convivial et de partage qui a le goût de ravir les passants. C'est le petit marché solidaire, oui, énormément. On a presque tout vendu en 1 heure. Le slogan, c'est « Roulant mais la verrote ». Mais il faut aussi que les gens consomment un peu plus local. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des marchandises qui viennent de Macoria. On a fait en sorte que la Guyane peut vraiment river parce que je savais que la Dominique passait vraiment un moment difficile. Si je ne pas savais,
la Guyane, il y a des gens quand même qui ont participé dans des mouvements vraiment positifs. À des moments petits, et il est là, il a mettre le paquet. Élèves, professeurs et parents d'élèves, tous semblent satisfaits de cette manifestation. Très bonne initiative. C'est l'occasion de montrer qu'ils sont solidaires, de leur inculquer des valeurs comme la citoyenneté, le partage, l'entraide entre les établissements de Guyane et un établissement de la Dominique qui a été malheureusement ravagé par le cyclone Maria. À l'initiative de ce projet, M. Yoldi, professeur de musique, entend bien sensibiliser ses élèves aux règles du mieux vivre ensemble. L'idée, c'était allier, n'est-ce pas, la participation solidaire du public à la participation des élèves. C'est une éducation pour eux, c'est une éducation citoyenne en même temps. Et si vous avez remarqué aussi, il y a des parents qui travaillent avec nous. Donc on vit un moment extraordinaire au collège, parents, élèves et enseignants. Donc c'est ouvrir leurs yeux sur le monde d'un point de vue humanitaire. Et puis parler au public, sensibiliser le public, pourquoi pas nos décideurs aussi, pour s'intéresser à ce pays qui est vraiment sinistré. Alors que l'opération devait durer jusqu'à midi, au bout de 2 heures, les étalages étaient dépourvus de produits. De Rémire à Saint-Laurent en passant par Cayenne et Kourou, la semaine de la presse a permis aux professionnels du monde des médias d'aller à la rencontre des élèves. Cette initiative, chapeautée par l'Union de la presse francophone en Guyane, a permis aux plus jeunes d'en apprendre un peu plus sur notre beau métier, comme vous pourrez le constater dans ce sujet de Gaël Oassimi. L'ambiance est studieuse au collège Eugène Nonnon. Ce matin, les collégiens ont reçu la visite de Pierre Tréfou, journaliste, venu parler de son métier dans le cadre de la semaine de la presse à l'école. Pour l'occasion, ils nous ont présenté le journal de l'école. Donc je vais vous présenter on va vous présenter le journal du collège Nonnon News. Et alors, ça parle de quoi ce journal ? Ça parle un petit peu de tout, ça parle de la Guyane, des actualités du collège, de tout ce qui se passe. Et du coup, alors vous faites ça combien de fois par mois ? 2 fois. 2 fois par mois ? Comment ça se passe alors, vos conférences de rédac ? Alors, on se réunit et chaque semaine et on commence, on partage nos idées. Voilà. On essaie toujours d'avoir toutes les informations possibles, d'avoir toujours savoir si nos informations sont vraies ou fausses et d'avoir les avis des autres. Et aussi, on traite aussi beaucoup ce qui se passe au collège et on essaie de parler des choses que les gens ne savent pas forcément, des choses qui sont cachées, tout ça. Travaillant de pair avec le professeur documentaliste du collège, ces élèves sortiront grandis de par leur échange avec notre journaliste. Je pense qu'il y a un double intérêt. Il y a l'intérêt justement professionnel. Dans le cadre du parcours à venir, ça peut permettre à des élèves de découvrir le métier, de s'y intéresser. Et puis il y a toujours cet aspect recherche d'informations. Voilà. Il faut quand même, ce sont des futurs citoyens. Il faut qu'ils soient habitués à rechercher de l'information, à avoir du recul, à ne pas croire en tout ce qu'ils voient. Voilà. C'est un double objectif. Sillonnant les différents établissements scolaires de Guyane, la semaine de la presse à l'école, pour le président de l'Union de la presse francophone, est une réussite. L'objectif, c'est susciter de nouvelles vocations chez les jeunes et le fait d'échanger avec eux, d'aller les voir, d'aller parler avec eux, d'expliquer ce que nous faisons, comment nous le faisons et quels sont les risques du métier, quels sont les avantages du métier en parlant du côté positif et du côté négatif, parce qu'il faut tout leur dire afin qu'ils puissent prendre conscience véritablement de ce que c'est un métier de journaliste. Nous sommes tous très satisfaits de l'opération cette année. La semaine de la presse à l'école se terminera le 29 mars. Toujours dans le cadre de notre dossier sur les événements de mars et avril 2017, Ayodele Germa a été à la rencontre de Christelle Bonnard, l'artiste qui a immortalisé notre Marianne durant les mouvements. Elle se souvient pour vous. Dans cette rue de Cayenne, Christelle Bonnard se livre à son passe-temps favori, le portrait de rue. En photo, ce qui est intéressant, surtout en portrait de rue, c'est vraiment la personne qu'on va photographier. Et ce qui fait l'intérêt de la personne, c'est pas sa voiture ou c'est pas son revenu, c'est vraiment ce qu'elle dégage en fait. Sa recette, être avenante et arborer un sourire communicatif. Une fois sur deux, le passant se laisse tenter par ce shooting photo improvisé. Depuis 10 ans, elle vit sa passion à Cayenne, mais aussi en Inde, au Cambodge, au Japon et au Vietnam.
Jusqu'à ce fameux jour du 23 mars 2017, quelques jours avant la marche historique du 28, avec plus de 15 000 manifestants dans les rues de Cayenne. Christelle Bonnard et son amie Gwendoline Descamps se rendent sur le barrage de Suzini. Et c'est là qu'on commence à faire cette première photo, mais volontairement, alors même si ça fait un petit débat. Dès le départ, l'idée c'était de créer une image qui va ressembler à la Marianne, mais pas la Marianne en tant que symbole, je sais pas, d'un oppresseur, mais vraiment Marianne en tant que symbole universel en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette pose qui est un peu dramatique, mais c'est volontaire en fait, un peu iconographique. Une formule bien trouvée car la photo connaîtra un succès inattendu. Reprise par les médias, par les réseaux sociaux, mise en photo de couverture ou de profil, Christelle n'en attendait pas tant, elle qui voulait mettre en avant le rôle des femmes dans cette manifestation. Toujours dans les médias, on avait toujours une image très virile de ce qui se passait dans ce mouvement. Et donc les 500 frères, les toucans, les iguanes. Du coup, je trouvais intéressant de traiter peut-être le sujet à travers l'action des femmes, parce qu'elles étaient partout. Elles étaient avocates, elles étaient gendarmes, elles étaient journalistes, elles étaient aussi anonymes dans les barrages, anonymes dans les manifestations, sur les barrages. Je pense aux travailleurs sociaux, les femmes étaient vraiment partout, elles étaient même en surnombre. Christelle Bonnard a dû prendre des milliers de photos du mouvement de mars-avril dernier. Elle a reçu de nombreuses sollicitations pour en faire une exposition. Affaire à suivre. Dans le reste de l'actualité, l'édition 2018 du SIDAction a été lancée aujourd'hui en Guyane avec un objectif clair, inciter à la protection mais surtout au dépistage. En Guyane, ce sont 230 cas qui sont officiellement découverts par an avec des conséquences dramatiques. Les explications du professeur Mathieu Naché, le président de la coordination de lutte contre le VIH, s'exprime au micro de Pierre Tréfoux. Il y a beaucoup de communication sur le VIH, il y a beaucoup de dépistage, il y a deux fois plus de dépistage qu'en métropole. Mais en fait, on observe quelque chose en Guyane comme en Europe, c'est que 30% des personnes qui sont dépistées déjà au stade SIDA. Donc on a l'impression qu'il y a un mur et qu'année après année, on reste à 30%, c'est-à-dire que 30% des personnes ne sont pas, on va dire, inquiètes par rapport au fait qu'elles puissent avoir pris des risques, etc. Et donc, ça pose la question de comment faire pour toucher ces personnes qui sont peut-être moins inquiètes par rapport à la prévention, le dépistage. On peut se faire dépister dans les centres de santé. Il y a des associations qui vont faire du dépistage par TROD dans les communes. Il y a des autotests en pharmacie, il y a des CGID, il y a des centres de dépistage gratuits. La plupart des personnes dépistées, ça se passe au niveau par un test prescrit par le médecin, voilà. Mais il faut qu'en fait, chaque personne, les gens qui n'ont pas le temps, qui sont occupés, puissent trouver la façon d'être dépistés qui leur convient le mieux. C'est ça, pour casser ce mur des 30%. Terminons ce journal et la semaine sur une note plus légère. La CACL vient de lancer un concours d'idées et de photos autour du thème de l'eau. Pierre Tréfoux a été à la rencontre de Sébastien Buvin qui vous explique comment plonger tête la première dans ces nouveaux défis. Cette année, autour de la Journée mondiale de l'eau, on organise deux événements. Un événement qui est un hackathon. En gros, c'est la contraction entre un concours d'idées évolué du mot hacker et marathon, où on va demander sur une durée très limitée à un public divers et varié. C'est ouvert à tout public de venir phosphorer le 21 avril au sein de l'espace de coworking pour pouvoir faire émerger des idées sur des problématiques qu'on pourra avoir sur l'eau potable, sur l'assainissement ou sur le pluvial. Les inscriptions sont ouvertes aujourd'hui jusqu'au 19 et l'événement se passe le 21 avril. Ensuite, on a un deuxième événement qui est un concours photo en 100% numérique qu'on retrouvera sur Instagram et sur Facebook où le but est de prendre un récipient avec de l'eau de l'agglo et de mettre en valeur un élément de la nature. La nature peut nous apporter des solutions, que ce soit en termes de traitement pour nos eaux, et puis c'est pour permettre à la population de venir co-construire avec nous. On est dans l'intelligence collective, la collectivité a ses prérogatives, a ses compétences, et on vient s'appuyer sur l'intelligence collective que la population pourrait nous apporter. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 24 mars.
Les maires comme dernière munition pour échapper au permis de chasse. Le collectif des chasseurs s'est tourné vers l'association des maires pour qu'elle intervienne sur les décisions de l'État d'obliger tout chasseur à se munir d'une autorisation. Oignons, bananes, dachines, les légumes qui ont poussé devant les grilles du lycée Paul Capel ce matin avaient un bon goût de solidarité. Touché par la situation des Dominicains suite au passage de l'ouragan Maria, un marché solidaire a été installé sur place. Enfin, nous avons été à la rencontre de l'artiste qui a réalisé un des clichés les plus marquants des mouvements sociaux. Vous vous rappelez sans doute de Gwendoline Decon, surnommée la Marianne Noire. Nous avons fait la connaissance de celle qui l'a photographiée, Christelle Bonnard. C'était le journal de la rédaction. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite un excellent week-end sur ATV Guyane. C'est Mounian, bel bonsoir et à lundi.